Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, report probable des élections générales de février 2015 en Centrafrique. Le gouvernement de transition estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des scrutins. Des propos qui font suite au regain de violence dans le pays. Et puis la Somalie et le Puntland ont signé un accord ce mardi. Cette action devrait améliorer les relations auparavant tendues entre le gouvernement central de Mogadiscio et les régions qui dénoncent un partage inégal des ressources et du pouvoir. Et enfin, en Guinée, les élèves devront encore patienter avant de reprendre le chemin de l'école. Le pays, foyer de l'épidémie d'Ebola, veut éviter toute éventualité de contagion dans les établissements scolaires. En Centrafrique, les élections générales de février 2015 seront certainement reportées. Les autorités semblent pessimistes quant au respect du calendrier électoral. Et sur le plan formel, la Cour constitutionnelle estime que rien ne s'oppose à un report des scrutins, comme nous l'explique Marina Vanier. Les doutes exprimés quant à la tenue d'élections en Centrafrique tendent à se confirmer. Pour la classe politique centrafricaine, vu la lenteur du processus de normalisation et la poursuite des violences, le pays ne peut se permettre un scrutin. En septembre dernier, le président de l'autorité nationale des élections, Dieudonné Kombouyaya, avait reconnu l'absence de conditions favorisant une présidentielle. Les mêmes sons de cloche se font de plus en plus entendre au sein du gouvernement de transition. La récurrence des crises sont dues à des problématiques à la fois internes et externes, c'est-à-dire que des fils du pays, en collaboration avec des forces externes, pour des intérêts bassement matériels, terrorisent et assassinent cette population depuis fort longtemps. Mais en l'espèce, par rapport à ce qui s'est passé récemment, les enquêtes qui sont en cours vont finir par révéler exactement les commanditaires. En réaction à des meurtres attribués à des musulmans, des barricades avaient été érigées le 7 octobre 2014 par des individus se réclamant des anti-Balaka. Ces milices majoritairement chrétiennes avaient mené une sanglante chasse aux musulmans au début de l'année 2014. Le gouvernement promet des sanctions. Bangui est la proie de tous les prédateurs. Et la République centrafricaine n'est pas un État, au jour d'aujourd'hui, un État normal. Donc, comment voulez-vous qu'un État découpé en morceaux puisse éventuellement organiser des élections? C'est provoquer, c'est mettre une crise sur une crise. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a entamé une série de rencontres avec les forces vives de la nation, dont les anti-Balaka. Elle espère mettre fin à l'agitation qui règne en Centrafrique, ce pays au grand potentiel minier et forestier. Signature d'un accord entre le gouvernement fédéral somalien et l'État du Puntland sur la reprise de leurs relations et leur engagement à travailler ensemble en faveur de la paix. Cet accord constitue une étape importante pouvant mettre un terme aux querelles autour des terres et des ressources. Une décision qui a été saluée par les deux parties. Écoutons à ce propos le Premier ministre de la Somalie, Abdi Wali Sheikh Ahmed, et aussi le président de la région du Puntland, Abdi Weli Mohamed Ali Gaz. Je suis très fier et heureux aujourd'hui de cet accord entre le Puntland et le gouvernement fédéral de la Somalie, qui mettra fin aux différends qui nous opposaient et servira de base à d'autres régions en Somalie pour, à leur tour, résoudre leurs différends. En tant que président du Puntland, j'ai discuté avec le Premier ministre somalien, Abdi Wali Sheikh Ahmed, au sujet des différences qui nous opposent et comment aller de concert dans le respect de nos intérêts respectifs. Comme l'a dit le Premier ministre, tout a été conclu lors de cette conférence et nous avons convenu de travailler ensemble pour le développement de la Somalie. Dans le reste de l'actualité, nouvelle attaque rebelle sur la ville de Beni en République démocratique du Congo. Un groupe armé a attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi cet important carrefour commercial de l'Est du pays, faisant 26 victimes. Selon la société civile du Nord Kivu, l'attaque est l'œuvre des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques, ADF, groupe rebelle contre lequel l'armée congolaise soutenue par les casques bleus de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a engagé une offensive importante au début de l'année.
Et puis, réaction mitigée sur la Grande Île quelques jours après le retour et la détention de l'ancien président malgache Marc Ravaloman. Chassé du pouvoir en 2009 par Andry Rajoelina, le prédécesseur du président actuel. Il était depuis en exil en Afrique du Sud. Rappelons qu'il a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d'une trentaine de partisans d'Andry Rajoelina. Les précisions de Ibrahim Ndiaye. À Madagascar, l'alliance politique entre la majorité présidentielle et l'ancien chef de l'État, Marc Ravaloman, vole en éclats. L'ancien président de la République, Marc Ravaloman, de retour sur la Grande Île dans la nuit de dimanche à lundi après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, a été aussitôt interpellé par les forces de l'ordre. Il est désormais en résidence surveillée dans le nord du pays, dans l'enceinte de la base aéronavale de Diego Suarez. L'ancien chef de l'État avait exprimé son sentiment de rentrer au pays et surtout sa volonté de contribuer à la consolidation de la paix et de l'économie avant son interpellation. Je suis retourné à la maison après 6 ans. Je suis si heureux d'être ici avec vous. Je voulais comparaître en personne et vous parler. Je parle ici de vous à travers ces journalistes parce que les mots sont très puissants et peuvent nous aider à résoudre beaucoup de choses. Je ne reviens pas pour causer des ennuis mais pour apporter la paix. Je tiens à souligner notre connaissance, l'expertise, mes connaissances et mon expérience pour apporter le développement dans le pays. Dans les rues d'Antananarivo, ce retour inattendu est diversement apprécié. Les Malgaches sont partagés entre prudence et méfiance. Si son retour ramène la paix et la sécurité, alors il est plus que bienvenu. Mais s'il cause des ennuis, alors il est mieux qu'il reste en Afrique du Sud. Ce qui me préoccupe est de savoir comment quelqu'un a réussi à entrer dans le pays sans être remarqué. Et si c'était des gens lourdement armés qui avaient réussi à entrer dans le pays. Nous ne l'aurions jamais su. Ainsi, la sécurité du pays est faible. Nous devons tirer la sonnette d'alarme à nos dirigeants parce que les Malgaches vont traverser une période difficile. Certains analystes mettent en garde et considèrent que son retour risque de raviver les rivalités entre les deux camps et pourrait provoquer une instabilité à Madagascar. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont furieux et qui sont inquiets et qui n'acceptent pas son retour. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui sont heureux et qui ont attendu avec impatience son retour. Mais le gouvernement doit faire attention et être capable de gérer les deux camps et éviter toute confrontation des deux côtés. Le gouvernement devrait prendre en compte les points de vue des deux parties et se concentrer sur la réconciliation nationale pour corriger les facteurs de division dans le pays qui peuvent venir en raison de la manipulation politique. Les 21 députés élus sous les couleurs de Marc Ravaloman ont annoncé qu'ils quittaient la coalition et constituent désormais leur propre groupe d'opposition. Un groupe qui sera dirigé par l'ancien chef de l'État, destitué en 2009, Marc Ravaloman, une fois libéré. Le président kényan Uhuru Kenyatta se rend au Rwanda pour le sommet des affaires de l'Afrique de l'Est plutôt. Il a quitté la capitale Kigali ce jeudi pour assister à ce rendez-vous qui réunit des participants du secteur public et privé de cette région. Il s'agit ici de mener une réflexion sur l'amélioration des partenariats pour la croissance inclusive, mais aussi la compétitivité des entreprises de l'Afrique orientale grâce à une intégration régionale plus poussée. Ebola perturbe la rentrée scolaire en Guinée. Habituellement entamée le 3 septembre de chaque année, elle a été reportée à une date ultérieure. Touchée de plein fouet par l'épidémie Ebola, les autorités veulent au préalable installer des dispositifs sanitaires destinés à endiguer la maladie. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le gouvernement guinéen travaille sur le dispositif de prévention du virus Ebola dans les écoles, alors que plus de 800 décès sont dus à ce jour à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les autorités du système éducatif annoncent la mise en place prochainement d'une logistique spéciale dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement s'emploie à mettre sur pied les dispositifs de lavage des mains, c'est-à-dire des kits nécessaires pour que chacune des salles de classe au niveau de l'ensemble du pays puisse bénéficier de ce matériel permettant aux enfants, une fois à l'école, de se laver les mains. C'est bien de mettre des kits, mais il faut que ceux qui sont chargés d'entretenir, d'encadrer les enfants, ceux qui sont chargés de donner des cours aux enfants aient un minimum de formation dans la prévention de cette maladie pour qu'une fois à l'école, les choses se passent de façon très correcte. 65 000 enseignants seront formés pour réussir cette opération de prévention du virus Ebola dans les écoles.
Plusieurs seront dotés de thermoflash pour contrôler la température des enseignants, élèves et étudiants qui devront aussi mentionner sur des fiches d'identification les localités fréquentées durant des vacances prolongées du fait de l'épidémie. Après un retard de près de 2 semaines, les cours reprendront à un moment propice. Nous allons faire le maximum afin que ces enfants que nous avons puissent étudier cette année. Il n'y aura pas d'année blanche. Mais, je tiens à préciser, le souci du gouvernement aussi est de faire en sorte que les enfants ils partent à l'école, mais ils partent à l'école pour être dans des conditions saines. Et que notre école ne soit pas le centre de contamination, notre école ne soit pas le centre de décès. Aucune date n'est encore annoncée par les autorités pour l'ouverture prochainement des classes, à cause principalement de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, l'un des foyers du virus en Afrique de l'Ouest. 2 500 000 élèves risquent de ne pas retrouver le chemin de l'école cette année en Guinée si le gouvernement et ses partenaires n'arrivent pas à contenir le virus en propagation dans le pays, avec à ce jour plus de 1400 cas enregistrés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.